Depuis plus d'un siècle, d'une rive à l'autre, la rumeur de l'activité fluviale s'est tue. Et pourtant, pirogues monoxyles de la préhistoire, bateaux romains, gabarres, tout, chénières ou sapinières, inexplosibles à vapeur, ces noms évocateurs d'embarcations ainsi que les vestiges l'attestent. La Loire était navigable. À la fois limite naturelle et voie de communication, la Loire a toujours favorisé les échanges, rendus malaisés sur les routes de terre longtemps mal entretenues. Au XVIIIe siècle, période de son apogée, la Loire était le moyen de transport le plus utilisé. N'était-elle pas le fleuve royal? Dernier fleuve sauvage en Europe, la Loire témoigne encore de la capacité des hommes à s'adapter à une nature imprévisible qui alterne fortes crues et longues périodes d'étiage. La navigation sur la Loire n'était pas facile. Il fallait des bateaux spécifiques, sans quilles et à fond plat pour les longues périodes d'étiage, ainsi qu'un gouvernail démesuré, la piautre. Puis un travail incessant de l'homme qui sans relâche entretenait ce fleuve violent et capricieux. En période de basses eaux, il fallait protéger et renforcer les berges, baliser, c'est-à-dire dresser ses perches permettant de guider les bateaux, creuser les zones ensablées et enfin maintenir libre le chenal, souvent restreint. Source de richesse et source de conflits, la Loire, depuis le Moyen Âge, est au centre des préoccupations de ceux qui se disputaient la possession de l'eau. La corporation puissante des marchands assurait l'entretien de la voie navigable et s'opposait aux entraves apportées par les riverains, meuniers, pêcheurs, seigneurs ou simples particuliers, avec lesquels les conflits étaient nombreux. À la descente, on naviguait au gré du courant. Quand les eaux étaient porteuses, les bateaux étaient reliés entre eux. C'est ce qu'on appelait le couplage. Dans de bonnes conditions, il ne fallait que 10 jours pour aller de Digoin à Nantes afin de livrer les vins, les denrées vivrières, les pierres, le bois et autres marchandises. À la remontée, le courant rendait les opérations plus dangereuses et difficiles. Généralement, il fallait tracter les bateaux depuis la berge grâce à la force animale ou à la force de l'homme. C'est ce que l'on appelait le halage. Il fallait alors compter des mois pour que les marchandises arrivent dans des villes amont, comme Digoin. Parmi les nombreux ports qui jalonnaient les rives de la Loire, Digoin occupait une place à part marquée par le souvenir de la corporation des mariniers, appelée aussi voituriers par eau. Leur vie s'organisait au bord de l'eau au profit des populations riveraines. Leurs souliers à boucles, leurs pendants d'oreilles avec des ancres d'or les jours de fête, restent présents dans les souvenirs de quelques anciens. Le port était alors un carrefour d'activités. Trouver du fret, discuter avec les marchands, prévoir le roulement des bateaux, embaucher des hommes qualifiés, assurer la livraison des marchandises, autant de tâches qui faisaient partie du travail du marinier. L'ampleur et l'accélération des échanges commerciaux, ainsi que les dégâts des crues historiques, encouragent l'aménagement de l'axe Loire par la création de canaux à partir de 1790. Relayés par l'effort moderniste de construction des chemins de fer, les canaux signeront lentement la fin de la navigation sur la Loire dès les années 1850. À Digoin, la grève et le port ne bruissent plus du tumulte de l'activité des mariniers. Maintenant, la tranquille apparence du pont aqueduc et des canaux offre aux visiteurs une vision plus paisible, qui tranche avec la réalité plus rude de ce qu'était la marine de Loire en ces temps de gloire.